Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la belle Adeline Pasteur pour nous parler de son combat contre le cancer, dont elle en a fait un livre très inspirant, Mon cancer, quelle chance. Elle nous parle donc de cette épreuve difficile qu'elle a vécue à seulement 37 ans, mais sachez que cet épisode n'est pas badant, ni pessimiste, ni triste, ni inquiétant, loin de là. Au contraire, on sent dès le début qu'Adeline a adopté un état d'esprit différent. Elle a tout de suite cherché un sens à cette maladie, elle a compris que c'était un message à enfin écouter, qu'il y avait des choses à changer, des éléments à comprendre, des liens à tisser, notamment transgénérationnels, qu'il fallait qu'elle trouve une team à la fois allopathique et à la fois plus spirituelle, plus holistique, et qu'une bonne hygiène de vie c'était bien, mais pas assez. Bref, un état d'esprit de winneuse, et c'est pourquoi je vous invite à l'écouter et à lire son livre notamment, afin de vous en inspirer pour vos divers challenges de la vie, car ils sont applicables à tous. Bonjour Adeline! Coucou Léna. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Horizon Podcast. Alors, tu as été diagnostiquée à 37 ans d'un cancer du sein. C'est une sacrée épreuve évidemment dans la vie d'une personne. Et pourtant, quand tu parles de cancer du sein, tu utilises le mot chance. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça a été l'opportunité de complètement me réinventer, de me repositionner face à la vie. Et je suis vraiment partie du principe que cette maladie ne m'arrivait pas par hasard. Voire même que de façon complètement inconsciente, je l'avais un peu manifesté. Bien sûr, j'ai absolument pas fait exprès, bien sûr, j'ai rien fait pour ça, mais en fait, il y avait des choses dans ma vie, des dysfonctionnements, j'étais pas tout à fait, je pense, j'étais un peu à côté de mes pompes, et du coup, pour moi, ce cancer, ça a été vraiment un cri d'alarme de mon corps et l'opportunité de se dire, maintenant, on arrête tout. Tu réétudies ta vie et tu vas repartir sur des nouvelles bases. Et à partir de là, mais j'ai effectivement tout repensé. Et aujourd'hui, ma vie est 3 fois plus heureuse qu'elle ne l'était avant. Et donc, c'est pour moi vraiment une chance parce que sans ce cancer, en fait, j'aurais pas connu tout ce que je connais aujourd'hui comme sagesse et comme sérénité. Ouais, c'est un sacré état d'esprit. Il y a peu de gens qui ont ça, parce qu'effectivement, quand tu apprends que tu as un cancer, tu penses à la mort, tu penses aux épreuves, tu penses aux challenges, à plein de choses. Tu penses pas forcément que c'est une chance ou une opportunité. Et c'est vrai que tu dis que c'est un drame, un coup de tonnerre, mais également que nous avons le pouvoir de le transformer en une expérience lumineuse. Et c'est ce que tu racontes en fait. Oui, c'est exactement ça. Pour peu que l'on accepte une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, ce qui ne veut pas dire se culpabiliser. Il faut faire très attention avec ça. Quand j'en parlais autour de moi au début, les gens me disaient mais non, mais te culpabilise pas, tu es pour rien. Bien sûr, je suis pour rien. Mais j'ai ma part, en fait, j'ai eu ma part à jouer dans le fait que ça m'arrive. Mais donc, du coup, aujourd'hui, j'ai aussi ma part à jouer dans le fait que ça ne revienne plus. Et du coup, travailler sur soi, comprendre le message, se dire qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça, en plus de faire des thérapies conventionnelles, tout ce qui est médicaments, chimio, etc. Et ben en fait, on maximise tout ça et on permet vraiment d'aller de l'avant et d'avoir une réalité augmentée, comme je le dis dans mon livre en fait. C'est marrant, ouais. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas, de cette prise de conscience, parce qu'avant, tu étais copywriter, c'est-à-dire conceptrice-rédactrice, tu travailles dans la communication, et à l'époque, ton rythme de travail était effréné, mais pour toi, finalement, c'était une normalité, tu t'apercevais même pas que tu dépassais tes limites physiologiques et psychologiques, et en fait, tu n'écoutais pas tes signaux. Mais pas du tout. En fait, j'ai été complètement droguée au stress et c'était un état normal pour moi. Oh, je connais ce state. Et mais oui, et tu sais, on se dit, on voit les autres stressés autour, et puis on se dit, oh là là, c'est fou, ils ont l'air pas bien, alors que moi, bah non, franchement, ça va. Et en fait, je pense que j'étais dans la zone rouge, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour moi, c'était normal. Et du coup, mon corps devait se prendre des massues de tout ce que tu veux, parce que je crois que ça génère plein d'hormones très néfastes, hein. Il y a plein de choses qui sont générées par le stress. Et j'étais dans un état, à mon avis, complètement hors norme. En prenant ça pour la normalité. Et donc forcément, ne m'écoutant pas, j'avais plein de petits signaux corporels.
je pense qu'il y en a plein que j'ai même carrément pas identifié. Il y en a un dont je me souviens très bien, c'est les migraines. J'avais de très grosses migraines, un petit peu tout le temps, sans raison apparente, tu vois. C'était pas forcément lié à, je sais pas, de la consommation d'alcool ou autre. Hein. C'était vraiment, ça arrivait comme ça, pouf, d'un coup, j'avais une migraine. Et pour moi, aujourd'hui, avec le recul, ces migraines-là, elles étaient pour me dire stop, tu en as trop dans la tête, tu es en surchauffe, tu es en cocotte minute, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu vides ton esprit, il faut que tu fasses moins de choses, il faut que tu relativises, que tu reprennes les choses une par une. Mais moi, je ne voyais pas tout ça, en fait. Et du coup, je continuais à aller à fond et à être tout le temps dans 1000 projets. C'est-à-dire que j'avais déjà plein de boulot en tant qu'indépendante et en plus, j'avais toujours une nouvelle idée de boîte à monter à côté ou un podcast à sortir. Hein, voilà. Il y avait toujours un truc parce que finalement, j'étais pas heureuse. Donc, je cherchais à l'extérieur de moi des choses pour aller mieux. Je me disais, c'est parce que tu n'as pas exploré telle voie. Ah, c'est parce que là, tu es dans la com, mais en fait, tu devrais être dans la brocante. Ah, en fait, c'est peut-être parce que tu vois, tu devrais faire ça. Et à chaque fois, j'avais de nouvelles idées, ne réalisant pas que le problème, il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. C'est que j'étais tellement pas nourrie par ce que je faisais, parce que je le faisais pas du bon endroit, en fait, que ça pouvait pas aller. Donc la quête, elle était effrénée, et puis ça m'a conduit droit dans le mur, quoi, c'est sûr. Ouais. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui doivent se dire oui, non, mais moi, j'ai pas de problème d'addiction ou quoi que ce soit. Mais en fait, on a probablement tous une addiction au stress et de toute façon aussi une addiction aux pensées. Et Mm. qui sont souvent très négatives, tu vois. Donc finalement, on a tous un petit travail à faire parce qu'on est tous fondamentalement addicts à quelque chose. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais ça me fait penser à ça. Et l'autre jour, je me disais, bah non, moi j'ai pas d'addiction, pas d'addiction. Bah si, en fait, bien sûr, l'anxiété, voyons, quand même. Et c'est vrai que quand ça devient une habitude, bah, tu t'en rends plus compte puisque c'est une normalité depuis sûrement des décennies, tu vois. Donc il y a sûrement des symptômes, oui, la petite migraine régulière, bah ça tu faisais pas gaffe et c'est Ouais, normal. c'est ça. Donc attention mes cocos, écoutez, regardez. C'est pour ça d'ailleurs que je parle souvent de l'écoute du corps parce que le corps il vous communique plein de choses. C'est toujours Ouais, des messages. Les symptômes sont des messages. Il faut apprendre à les écouter. c'est clair. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est que voilà, quand on a un choc comme celui que j'ai eu, moi j'ai réussi à remettre tous mes curseurs de nervosité à zéro. Donc maintenant, le stress, quand il monte, je le sens monter. Voilà. Donc je suis capable d'agir dessus. Et ce qui est super aussi quand tu repars comme ça de zéro, c'est que le moindre petit symptôme physique, du coup, je le vois et tout de suite je fais ah, attends, ça vient me dire quoi? Parce que c'est pas normal. Mais même quand je fais une chute, hein, j'ai eu toute une période là, ce semestre où je chutais, mais j'étais Pierre Richard, quoi. Je glissais, je faisais des trucs et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'en faisais trop. C'était encore un moment où j'étais un petit peu partout, j'étais éparpillée et je Ouais. faisais des chutes. Je me suis pas fait mal. C'était pas au point de m'arrêter, genre de me casser quelque chose parce que c'était pas si grave, mais c'était déjà là pour me dire, on va se calmer. Et Ouais, puis, je suis assez d'accord. Il n'y a pas que les signaux de ton corps comme ça, les petits symptômes. Il y a aussi les accidents. Plein de gens vont avoir des accidents parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans leur vie, qui les angoisse, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, par exemple, cette année, elle était un petit peu difficile. Et il y a un mois, je suis tombée à vélo un peu violemment et j'ai mis un mois et demi à remarcher normalement. Et là, j'ai encore un peu mal quand je fais du sport, tu vois, mais parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que j'adresse, tu vois. Donc il n'y a pas que oui, les symptômes du corps innés là comme ça. Non, non, il y a des événements dans ta vie qui vont te ramener à ça. ouais, Et puis, tu sais, par rapport à tous tes projets, le fait que tu enchaînais faire plein de projets, c'était une fuite en avant, on est d'accord, hein. oui, complètement. Ouais. Complètement. Ouais, ouais, c'était une fuite en avant. Encore une fois, une recherche de solutions parce que j'arrivais pas à voir. J'étais pas outillée en fait pour voir ce qui n'allait pas réellement. J'essayais, hein, je faisais déjà plein de choses en développement perso. J'avais l'impression de me faire du bien. Alors, je pense que tout ce que j'ai fait a été utile pour quand même aider le corps à décharger un petit peu. Je pense que ça se trouve, je serais tombée malade bien plus jeune, si, voilà, ou Très peut-être bien possible. plus grave ou différemment, si j'avais pas fait tout ça. Donc, ça m'a aidé en quelque sorte. Mais en fait, le nœud du problème, j'étais pas prête à le voir. Mhm. Et il a fallu un truc aussi fort qu'un cancer pour me faire ouvrir les yeux. C'est-à-dire que sinon, voilà, j'étais dans mon truc et oui, oui, bah si, je prends soin de moi. Non, mais si, ça va bien. Et voilà, donc le corps, à un moment donné, il a dit, OK, bah, on va arriver avec notre gros argument là, bam, les cellules cancéreuses. Et puis cette fois-ci, elle va s'arrêter, elle va regarder ce qui se passe. Et ça a Ouais. marché. Le bon déni, on se persuade, on se Ouais, persuade. ouais, le bon déni. Mm. Alors, quand et comment tu as découvert que tu avais un cancer du sein?
Ah, ça c'était pendant la période du tout premier confinement, en avril 2020. On l'aimait cette période, hein. En fait, alors déjà, moi j'ai démarré ce confinement avec une tête pique à sauter, comme dirait Florence Foresti. J'étais dans un état de stress, mais je me disais comment je vais gérer le travail et mon fils et tout ça. J'ai pas pu du tout prendre du recul, quoi. Donc j'étais déjà, je me rappelle, j'avais vraiment une sale tête et j'étais pas bien. Et puis, quelques semaines plus tard, je me suis réveillée en pleine nuit. En fait, j'ai senti un pincement sous mon aisselle. Et puis, j'ai mis ma main et j'ai rien senti. Je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et en me promenant quelques jours après, j'ai à nouveau senti le pincement. Et là, j'ai senti qu'il y avait une boule très dure, mais vraiment vraiment une boule comme une bille, quelque chose de très Hmm. localisé et de très rond. Très dense. Je me suis dit, ouais, très dense. Je me suis dit, bah, ça doit être un kyste. Enfin, c'est pareil, j'ai pas voulu penser au pire. Mais par contre, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez ma généraliste, hein. J'y étais le lendemain, j'ai pas laissé traîner. Et la généraliste, elle a senti aussi qu'il y avait quelque chose dans mon sein. Et moi, bah, pas folle, hein, j'ai connu ça avec ma mère, ma grand-mère. Je sais très bien que que du coup, c'était un ganglion enflé. Et s'il y a un ganglion qui enfle, c'est qu'il y a un mal un petit peu plus profond qui est plus haut ou voilà, qui est en amont de la chaîne. Et effectivement, c'était une tumeur cancéreuse qui faisait déjà quand même 3 bons centimètres. Et je ne l'ai pas senti. J'ai juste eu, tu sais, un peu mal au sein, comme quand des fois, on a mal au sein avant les règles ou à Hmm. cette période. C'est vrai que c'est chiant, les filles, on fait plus trop attention des fois à toutes nos douleurs. On a mal au ventre, on a mal au sein, on a mal C'est partout. clair. Voilà. Donc on s'écoute pas. Et finalement, là, je me suis dit, ah, bah, je suis pas, ça doit être hormonal, j'ai un peu mal au sein. Bah, en fait, j'avais mal au sein parce que c'était la tumeur qui commençait à tirer, vraiment, quoi. Et après ça, quand j'ai su qu'il y avait quelque chose, bah là, j'ai vraiment, vraiment senti la douleur en continu et Ouais. là, Ouais. c'était évident. Après, voilà, il y avait plus, d'un seul coup, ça s'est imposé à moi et je pouvais plus le nier, quoi. Hmm, hmm. Il y a un truc qui m'a toujours fait peur, c'est si un jour, ou probablement un jour, où je vais avoir un cancer. Tu sais, à partir du moment où tu le sais, mais aussi le temps, tu sais, de rendez-vous des spécialistes pour que le Mm. processus se lance, je trouve ça hyper angoissant parce que, à mon avis, beaucoup de gens doivent se dire, mais attends, je suis en train de pourrir en fait, là, en attendant. Enfin, tu vois, ça doit. Je sais pas toi si t'as attendu longtemps ou si c'était Non, assez simple. justement, en fait, faut pas. Je trouve que ça a été super vite. Ouais, Et pourtant, j'étais en pleine phase Covid, hein. Donc, tu vois, à ce moment-là, il y a plein de gens qui disaient, oh là là, ils repoussent des opérations et tout. Mais que dalle, moi, j'ai été prise en charge super vite. Alors, il s'est passé peut-être quand même 4-5 semaines avant que je fasse ma première chimio, parce que j'ai commencé par la chimio. Mais globalement, ils ont réagi vraiment, vraiment au taquet, quoi. Et oui, du coup, la tumeur, elle a encore le temps de grossir avant que la chimio commence. C'est là que moi, je suis allée voir l'alternative, quoi, que j'ai rencontré ma super sorcière, ma magnétiseuse. Elle m'a donné, c'était très drôle d'ailleurs, elle m'a donné une décoction de chélidoine, donc c'est une plante de son jardin. Elle me disait, vous trempez des cotons et vous les mettez sur votre sein, puis vous mettez un petit bandeau. Donc je me voyais, enfin, le truc, il est vert fluo en fait, tu ah vois. oui. Avec ma mixture vert fluo à me mettre des pansements sur le sein. Et en attendant, ça m'a hyper soulagée. Voilà, ça m'a Hmm. aidé à patienter en attendant que les traitements commencent. Et après, une fois que j'étais en chimio, il n'y avait plus de la douleur, il y avait d'autres choses. Ouais, Mais en tout cas, ouais, ça a commencé à diminuer, quoi. ouais, tu m'étonnes. Mm. Il y a une phrase qui m'a interloquée dans ton livre. Tu expliques que pour toi, le cancer était l'affaire du corps uniquement. Et tu Mm. étais convaincu que si tu en prenais soin, que tu faisais attention, notamment en termes de régime alimentaire, de sport, enfin bref, Mm. d'hygiène de vie, tout irait pour le mieux. Et je Mm. pense que c'est incomplet, effectivement, et c'est aussi une erreur que beaucoup de personnes font, parce qu'en réalité, tu peux faire tout ce que tu veux, faire tous les efforts du monde inimaginables, avoir la meilleure hygiène de vie. Si tu gères pas tes croyances, tes traumas, tes pensées limitantes, tes émotions, bah ça suffira pas pour guérir. Et on oublie trop souvent cette partie-là. Mais carrément, et on connaît tous et toutes des gens qui ont un cancer du poumon alors qu'ils n'ont jamais fumé de leur vie, Ouais. ou un cancer du foie pareil alors qu'ils boivent pas, euh, moi je sais que combien de fois je me suis dit mais c'est dingue, cette personne tombe malade, c'est fou, elle avait une hygiène de vie tellement irréprochable. Bah oui, mais parce qu'en fait ça ne suffit pas, c'est important, il faut faire attention à ce qu'on ingère évidemment, et à ce qu'on et à la façon dont on a de protéger notre corps, quoi. Mm. Mais en vrai, c'est pas suffisant. Moi, j'avais rien qui justifiait que je tombe malade et que j'ai un cancer du sein. À la limite, on aurait pu se dire il y avait ma mère et ma grand-mère, sauf qu'on a fait les tests génétiques et qu'il n'y a absolument rien. En tout cas, Mm. vraiment génétiquement parlant. Il y a d'autres choses, à mon avis, qui sont transmises, mais pas ça. Et donc, je veux dire, je vivais pas, j'avais pas des vices incroyables, je buvais pas à outrance, je fumais pas à outrance, je mangeais plutôt bio. Voilà, pareil, il n'y avait pas de sens en fait à ce cancer, si ce n'est un sens au niveau de l'âme, quoi. C'est-à-dire quelque chose vraiment où il fallait que je me remette droit dans ma ligne parce que je m'éloignais du chemin. Ouais, ouais, ouais.
Ironiquement, et tu le dis toi-même, tu t'es aperçu quand tu as eu ton cancer du sein que tu n'attendais en fait que ça, une pause, un soulagement, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ça c'était fou de le réaliser. C'était un peu inavouable. Mais Ouais, en fait, effectivement, quand ça m'a demandé de tout arrêter, mais ce soulagement que j'ai ressenti, genre, bah, ça y est, maintenant, plus personne n'a à compter sur moi, plus personne n'a à me demander quoi que ce soit, j'ai la carte cancer. Mais en fait, effectivement, j'en pouvais plus. mm, Et du coup, c'est quand j'ai réalisé ça, quand là vraiment, j'ai ressenti dans mon corps ce soulagement, je me suis dit, bah, il y avait vraiment un problème. Parce que j'avais l'impression avant ça que je faisais tout parce que ça m'épanouissait. Donc clairement, ça ne m'épanouissait pas parce que si j'étais contente de le lâcher, c'est qu'en fait, c'était un fardeau et que c'était beaucoup trop de pression. Mais j'en avais vraiment dans tous les sens, hein. J'avais des engagements tout partout. Il y avait trop de choses. On m'attendait sur trop de points où je m'étais rendue indispensable aussi sur ouais. trop de choses. Et du coup, bah, j'ai profité de ce temps de pause pour bah, tout reprendre. Alors, ce truc-là, est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou est-ce que je le fais pour faire plaisir à autrui ou pour que ça corresponde à l'image que j'aimerais renvoyer de moi-même aussi. Il y a encore ce truc un peu plus vicieux. Ouais. Voilà. Et du coup, il a fallu être hyper honnête avec moi-même pour me dire où est-ce que je veux faire des choses qui sont vraiment nourrissantes. Qu'est-ce qui me fait du bien profondément. Donc ça doit être prioritaire dans ma vie. Et puis après, il y a le reste. Il y a les choses, on ne peut pas, j'ai pas pu arrêter de travailler, on a besoin d'avoir un métier. Par contre, j'ai pu changer ma façon de l'aborder. Tu vois, au final, j'ai pas quitté mon entreprise, je suis toujours dans le même poste. Là, j'évolue dans ce poste en ce moment, mais j'ai juste changé de posture. Tu vois, donc on n'est pas obligé non plus de tout renverser. Il y a d'autres choses que j'ai chamboulées dans ma vie, mais pas ça. Mais juste la façon de le faire, la façon de se positionner, et puis aussi, bah, le tri, effectivement, est des choses qu'on ne fait plus du tout parce que, en fait, bah non, quoi. C'est pas ce qu'on veut profondément. Et Mm, ça fait un bien fou quand on arrive à faire ça. C'est vraiment un ouais. gros soulagement. Mais il faut avoir du courage parce que être honnête avec soi-même, si tu vois, effectivement, je pense qu'on peut se voiler la face sous couverture de plein de raisons et je pense que ça peut être très dur. En tout cas, tu as été très courageuse à mon avis parce que voilà, bon, peut-être que tu n'avais pas le choix pour le coup, Mm. mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Oui, oui, c'est dur de se regarder en face parce que ça fait pas toujours très plaisir de se rendre Ouais. compte qu'en fait, on faisait un peu ce qu'il fallait pas avant ou que c'était dysfonctionnel. Mais j'ai envie de te dire, quand tu as un cancer, au point où tu en es après, Ouais, tu vois, c'est tellement grave, tu as c'est ça. tellement cette exigence de survie que tu te dis, oh, c'est pas grave d'avoir une analyse autocritique un peu poussée. Je suis motivée, après tout. Motivé. Ouais, Ouais, il y a quand même une pulsion de vie et une énergie qui arrive à ce moment-là qui fait que si tu arrives à bien te donner les moyens, à bien t'entourer et à bien mettre tes pensées dans l'ordre qu'il faut, tu peux vraiment canaliser tout ça et en faire un instrument de guérison, quoi, ouais. vraiment. Et ça fonctionne, quoi. C'est vraiment c'est chouette et ça fonctionne. Et en plus, ça donne une envie de l'après qui aide aussi à la guérison parce qu'on peut se projeter dans quelque chose de beau, d'épanouissant, d'encore mieux D'authentique. et d'authentique. Donc du Ouais. coup, en fait, on se dit ça va être vachement mieux quand ce sera fini tout ça. Et donc ça aide aussi à se projeter vers du vivant et pas à être dans simplement la maladie et tout ce qu'elle Ouais. nous apporte de Ouais. difficile sur le moment. Ouais. Mm. En tout cas, tu semblais avoir un bon état d'esprit, hein, parce que tu savais directement que tu devais Ouais. chercher le sens de cette maladie. Souvent, au départ, on est d'ailleurs plutôt en mode victime. Pourquoi moi? Je mérite pas ça. Ou alors, on est très en colère contre cette maladie. Et ça, finalement, c'est contre-productif. Mm. Donc, c'est pour ça ton témoignage nous inspire, tu vois. Ça nous permet de Mm. peut-être se projeter différemment si ça nous arrivait. Alors, c'est contre-productif parce que le cancer, comme d'autres maladies comme ça qui sont qui sont générées, comme les maladies auto-immunes aussi, en fait, c'est quand même nos propres cellules, c'est pas quelque chose qu'on attrape, quoi. C'est nos propres cellules qui se mettent à dégénérer d'un coup. Donc, en fait, se mettre en colère après ce cancer, c'est se mettre en colère après une partie de nous-mêmes. Donc, on ne peut pas s'octroyer cette violence-là, c'est horrible, en fait, de faire ça. Il y a un juste milieu à trouver entre, en fait, c'est l'accueil. Donc l'accueil ne signifie pas oh chouchou, je suis contente que tu sois là, hein. L'accueil, c'est dire ok, c'est là, je t'entends, cher cancer, je t'entends, j'entends ce que tu essaies de me dire, j'ai capté, par contre, tu pourras pas rester. Donc je te préviens, voilà, tu vas pas pouvoir t'installer. Et c'est un peu, un ami m'avait dit, tu dois le toiser comme un adversaire à un combat. Voilà, tu le traites avec respect parce que c'est ton adversaire et tout, mais il va dégager quoi, et c'est toi qui vas gagner. Et c'est ce dosage-là de dire je lâche pas prise complètement, genre bah voilà, je l'accueille, ça y est, j'ai un cancer, je peux plus rien faire. Non, j'ai un cancer,
qu'est-ce que je peux en faire maintenant pour qu'il dégage et qu'il dégage dans le sens, mais avec beaucoup de bienveillance, dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour que mon corps retrouve toutes ses capacités, pour qu'il puisse retrouver toute cette faculté à mordre dans la vie et non pas à s'auto-détruire, parce que là, clairement, en fait, les cellules, là, c'est une rébellion, quoi. Elles se sont dit, bah non, on en a marre de ce qui se passe, donc ça y est, on mute, et puis on va foutre le bordel. C'est la grève. Et voilà, on fait la grève, quoi. Et donc, il faut inverser le process pour que les cellules aient plus envie de faire ça, quoi. En gros, il faut éradiquer celles qui sont là. Alors là, honnêtement, la chimio, tout ça, c'est indispensable parce qu'il faut frapper vite et fort. Et puis après, notre travail à nous en tant que malade, avec toutes ces prises de conscience, c'est de dire, on crée le terrain propice à ce que ça s'arrête complètement et que les autres cellules saines, elles n'aient pas l'idée de faire la même chose, quoi. Voilà, en fait. Ouais. Tu parles de chiffres miroirs, l'exercice du calcul à l'envers, des pathologies qui peuvent arriver à des dates symboliques. Ça a été le cas pour toi, c'est ça ? Ah oui, ça a été le cas. Ouais, c'est quand on commence à regarder tout ça, c'est oui, tu fais par exemple, tu fais ton âge x2. Tu vois, moi j'avais déjà quelque chose qui avait profondément touché ma féminité quand j'avais la moitié de mon âge. Je tombais malade à 37 ans. Un peu plus de 18 ans, et je suis tombée enceinte et j'ai dû subir un avortement. Et tu vois, ça touchait déjà à la féminité, à quelque chose de difficile. C'était déjà une épreuve en tant que personne. Et puis, pouf, pile le double de l'âge après, pouf, j'ai un cancer, quoi. Et je pense que j'avais pas complètement digéré cet événement à l'époque. Je l'avais pas, j'avais fait de mon mieux, quoi. Mais il y a des choses que j'avais sans doute engrammées. Donc voilà, ça a pu ressortir. C'est pas forcément l'explication numéro 1, mais en tout cas, c'est étonnant en fait quand tu commences à faire les calculs. Et puis après, tous les calculs transgénérationnels où je me rends compte que je suis tombée malade exactement au même âge que ma grand-mère à l'époque, le même côté, c'est le même sein. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que ça vient dire tout ça? Et ça, c'est les répétitions transgénérationnelles. Il y a beaucoup de psychanalystes qui se sont penchés sur cette question-là. Et c'est assez épatant. C'est comme dans les familles, il y a des suicides où sur X générations, chaque jeune femme de 14 ans finit noyée, mais toujours à 14 ans, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça qui se répètent et c'est assez mystique. Là, on ne sait pas expliquer tout ça, mais sauf que quand on fait les calculs, quand on regarde, et et l'effet miroir aussi où je me retrouvais là avec en fait à l'époque où ma grand-mère est tombée malade, ma mère moi j'avais 4-5 ans, donc ma mère était toute seule avec un enfant de 5 ans. Et puis moi, quand ma propre mère est tombée malade, c'était le même truc. Quand elle est décédée, c'était le même principe, j'avais un petit enfant. Tu vois, c'est comme une répétition si familiale comme ça d'un schéma et une nécessité aussi de le transcender. Et je pense que j'étais un peu à la 3e génération, tu finis par te dire que c'est à toi de faire le gros ménage et que ça s'arrête, quoi. Et ta mère est morte au même âge que sa mère, c'est ça ? Ouais, et ma mère est morte au même âge que ça. Ah ouais, non, pour le coup, toi, tu peux pas louper les dates d'anniversaire quand même. Hein. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que cette histoire de sein, c'est comme si elle s'arrêtait avec toi parce que tu as eu un fils et pas une fille. J'ai eu un fils, exactement. Donc ça montre un peu, toi, tu vas bosser pour les autres générations. Ouais, c'est assez impressionnant. Et effectivement, j'ai senti profondément que oui, ça devait s'arrêter avec moi. Et puis que j'avais quelque chose à faire. Ouais. Et ça arrive à une époque où, tu vois, bien plus qu'à l'époque de ma grand-mère et même de ma mère, il y a toute cette conscience, cette connaissance, cette ouverture qu'il y a, l'ère du Verseau, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder à des thérapeutes alternatives, d'accéder à plein d'outils en fait, et de pouvoir échanger, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'avoir des témoignages de gens qui pensent comme ça, et du coup d'accéder à ce type de fonctionnement et de pensée. Et c'est vraiment une chance en fait. Encore une fois, voilà, c'était la bonne époque pour moi finalement de tomber malade et de pouvoir transcender tout ça, quoi. Et pourquoi du coup tu penses qu'il est utile d'investiguer dans l'histoire de sa famille et comment ça peut nous aider ? Parce qu'en fait, quand on creuse dans l'arbre généalogique, on se rend compte qu'il y a, on n'est que le phénomène de répétition. Et a fortiori notre génération, j'ai l'impression qu'elle subit, là je parle peut-être encore plus pour les femmes que pour les hommes, mais les hommes ça doit être aussi la même chose, mais en tout cas en tant que femme, tu vois, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont subi des mariages un peu forcés, qui n'étaient pas heureuses, qui étaient contraintes dans leur vie, ou qui se sentaient obligées d'être parfaites pour correspondre à justement une famille ou un mari un peu tyrannique, etc. Et on est le fruit de tout ça, nous, aujourd'hui.
Et du coup, je pense qu'on a hérité, on hérite de gros fardeaux. Et donc, aller voir ce qui se passe dans nos familles et aller voir comment étaient, essayer de glaner le plus d'infos possible, quoi. Comment étaient nos aïeuls, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quels traumas ils ont vécu. Ça permet déjà de comprendre la lignée, d'avoir beaucoup d'indulgence pour tous ces gens qui étaient là avant nous et qui ont bien galéré. C'est riche d'enseignements. Et puis, ça permet de capter plein de choses. Moi, j'ai beaucoup investigué du côté de ma maman quand j'étais malade et j'avais complètement ignoré la lignée du côté de mon père. Et c'est ces derniers mois-là que je m'y suis penchée pour d'autres sujets et que je suis fascinée de ce que j'apprends, en fait, et de ce que ça dit de moi dans mon comportement. Donc moi, c'est plus dans les relations amoureuses, par exemple, voilà, et dans ma vie de maman aussi. Et du coup, voilà, je trouve que c'est extrêmement riche et les pathologies, bah oui, voilà, du coup, 3 pathologies similaires. Moi, j'ai essayé de regarder un petit peu aussi les traits de caractère communs. Et en fait, ce qu'on s'est transmis, c'est pas un gène, c'est cette exigence d'être parfaite. Ouais. Et, en fait, c'est pas juste être parfaite pour être acceptée, c'est même quasiment d'ordre de la survie. C'est-à-dire que c'est tellement traumatisant, c'est-à-dire que si tu ne corresponds pas à ce qu'on attend de toi, on va t'abandonner. Voilà, ça ne marchera pas pour toi. C'est vraiment quelque chose d'épidermique, de très, 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 très fort. Et ce truc-là, ben, c'est ancré dans ma grand-mère. Peut-être même avant encore, on ne sait pas, parce que j'ai pas réussi à glaner suffisamment d'infos, mais en tout cas, c'est sûr que ça s'est mis dans ma grand-mère. Ma mère, elle l'avait aussi, et moi, je l'avais. Voilà. Donc vraiment, c'est ce truc-là et qui nous a conduite à vivre exactement la même maladie qui a trait à la féminité, qui a trait à la maternité, à la façon dont on nourrit les autres. Hein. Le sein, tu vois, c'est nourrir son propre enfant, mais c'est aussi la nourriture qu'on donne aux autres. Et quand on nourrit trop les autres et puis assez soi, voilà, il y a plein de symboliques en fait à tout ça. Mais ça vaut vraiment le coup de regarder et d'essayer de voir peut-être déjà en amont ce qu'on peut faire pour éviter de soi-même tomber malade. Alors on ne peut pas, rien n'est miraculé, on fait comme on peut, mais quand on commence à mettre de la conscience, déjà on fait de grands pas, quoi. Et ça vaut la peine de s'y pencher. Mais alors, c'est pas forcément évident si on n'a plus de grands-parents. Alors, certes, on peut avoir une maman ou un papa, mais déjà, certains sont complètement inconscients et ne savent pas l'histoire de leur famille. C'est pas forcément évident. Est-ce que comment tu t'es aidé par rapport à ça? Euh, alors en fait, c'est assez amusant ça, il y a toujours quelqu'un qui sait. Et puis l'univers, il t'envoie les infos pile au bon moment. C'est-à-dire Ouais. que moi aussi, je me disais, non, mais moi, je suis plus en contact avec mes grands-parents, machin, du côté de mon père, en tout cas, je vais pas savoir tout ça et tout. Puis finalement, un jour, j'ai appelé mon père, puis il s'est mis à me dire des trucs qu'il m'avait jamais dit. Et tu as toujours une tante, une vieille tante qui sait des choses. Et en fait, c'est comme une enquête. Et tu commences à passer des coups de fil. Et puis, ne serait-ce que quand tu fais l'arbre aussi, euh, tu as plein de sites de généalogie et tout. Tu peux aussi voir les enfants morts-nés ou les avortements quand il y a accès ou les choses comme ça. Et puis, tu vois, puis les arbres, en fait, sont en miroir. En plus, côté paternel, côté maternel, c'est souvent un peu des choses qui sont... Hmm. Il y a des choses qui font écho. Et déjà, avec un arbre, je sais que les spécialistes, en tout cas, de la psychogénéalogie arrivent déjà à lire beaucoup de choses dans un arbre, ce que toi, tu vas pas forcément être capable de voir. Et puis après, vraiment, ouais, l'enquête, finalement, ça, oui, il y a des infos qui arrivent à nous. Et puis, il y a un autre process, après, quand vraiment on n'arrive pas à avoir les infos, c'est... tu es plongé dans une sorte, ça c'est accompagné, hein, tu es plongé dans une sorte d'état de détente profonde. À la frontière de l'hypnose. Et en fait, il y a des choses qui arrivent à toi. C'est-à-dire c'est ton système, parce que tu portes ça en toi, en fait. Et c'est ton système qui va faire remonter des choses. Voilà. Et tu vas avoir des souvenirs, tu vas avoir des évidences qui vont remonter et qui vont te permettre de mener ton enquête, à défaut de la mener avec les autres, qu'il y a des choses en toi qui puissent ressortir. Donc, il y a quelques outils qui permettent de nettoyer déjà un peu et d'aller voir ce qui se passe du côté de la lignée. Et ce sont des hypnothérapeutes que tu décris là? Tu peux faire ça avec des hypnothérapeutes, tu peux faire ça avec des psys qui sont formés à l'hypnose, à Ouais. l'EFT, à l'EMDR, à toutes ces choses-là. Et puis, moi, je sais que la personne que j'ai interviewée dans mon livre qui fait de la psychogénéalogie, elle fait ça aussi, en fait. Mais c'est des états de détente. Hein. Tu n'es pas en hypnose, tu es Hmm. conscient tout le long. Mais l'état de détente fait que les questions qu'on te pose, bah, ça fait remonter, en fait. Et ça fait remonter des choses.
Et c'est assez magique parce que ça pointe sur des souvenirs. Tu te dis, alors quand c'est des souvenirs que tu as toi, mais moi j'ai pas essayé, mais visiblement ça fait aussi remonter du passif, des phrases, des choses un peu impressionnantes quand c'est ça qu'on va chercher, quoi. Voilà, ça Ouais. dépend ce qu'on va chercher. Ah, super. Mm. Alors parlons un petit peu de la chimio, parce qu'au départ, évidemment, bah, tu voulais pas en faire, parce que pour toi c'était un poison, mais tu as décidé de changer cet état d'esprit, et lorsque tu recevais le traitement, tu imaginais un liquide doré ou autre qui Mm. nettoyait toutes tes cellules. Le Mm. pouvoir de la visualisation est quand même quelque chose de très puissant pour le cerveau, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Si bien d'ailleurs que l'oncologue était même étonné de la vitesse à laquelle la tumeur se réduisait, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, dingue. c'était en plein milieu. À un moment donné, il m'a dit ah non, mais il faut qu'on mette un repère dans votre sein parce que là, on va plus savoir où opérer. Tiens, bah, c'est un comble, merci. Mais oui, c'était vraiment. Alors, du coup, ça a eu deux vertus, ça. C'est que à la fois, ça allait très vite. Effectivement, vraiment, la chimio a très bien marché. Mais aussi, j'étais pas aussi affectée que les autres malades. Ça, je m'en suis rendu. Psychologiquement? Ouais, psychologiquement et physiquement. C'est-à-dire que je me suis aperçue, quand on est en salle d'attente, on entend plein de choses, des femmes, elles parlent entre elles, elles ont besoin d'extérioriser. Et je les entendais raconter comment elles vivaient leur chimio, l'état dans lequel ça les mettait pendant des jours et des jours, et tout ça. Et moi, je me suis dit, la vache, moi j'ai des effets secondaires, hein, c'est pas drôle, je suis hyper fatiguée, j'ai plein de choses détestables, mais je suis pas le zombie qu'elles décrivent. En fait, j'avais des nausées le soir même, et dès le lendemain, j'en avais plus. Donc je prenais vite le cachet, ils prescriraient un cachet exprès, donc je prenais vite le cachet, j'en prenais qu'un, et le lendemain ça allait déjà mieux. Alors quand je dis ça allait mieux, c'est que je me sentais relativement normale, tu vois, t'es un peu au ralenti, tu peux pas faire tout ce que tu veux bien sûr, mais franchement j'ai eu la sensation de vivre une vie à peu près normale pendant tout ce temps. Bah, si ce n'est qu'après, voilà, j'avais vraiment des trucs pas cool. Bah, bien sûr, j'ai perdu mes cheveux, les ongles morflaient, tout un tas de choses aussi hein, au niveau de la digestion qui sont assez difficiles. Et voilà, Ouais. il y a vraiment plein de mots dans le corps qui sont très, très durs à encaisser. Mais j'étais pas sous ma couette. Voilà, j'étais pas sous ma couette et complètement à rouler en boule et à rien pouvoir faire. Et je me dis que c'est peut-être aussi parce que en visualisant en fait ce liquide doré et en visualisant que c'était une bonne chose en fait qui m'arrivait, ben, je pense que j'ai aidé mon corps à se dire ah ok c'est un truc cool qui arrive, c'est pas un poison, voilà. Et finalement je devais pas le recevoir de la même façon quand même. Alors bien sûr que j'avais les effets secondaires, faut pas déconner, mais ça devait être peut-être à peine moins dur pour mon corps parce que j'arrivais avec un état d'esprit très positif. En tout Mm. cas, moi, ça mange pas de pain de le faire, Oh, honnêtement. complètement. C'est vraiment la méthode, un peu, c'est de la sophro en fait. Hein, et c'est vraiment se convaincre que c'est très bien, que c'est très bien, que c'est très bien. Et c'était tout le long où ça coulait, tout le long de la perfusion en fait, où je pensais comme ça, j'étais en méditation je ressentais les bienfaits du produit. Et c'était dur parce que vraiment la chimio, c'est un truc, j'en voulais pas quoi. C'était Ouais. horrible pour moi d'y penser parce que j'avais vu ma mère être très très malade avec ça. Donc voilà, au final, je l'ai bien toléré et je me dis, ben voilà, ça vaut le coup de le faire comme ça Mm. et voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Ouais. Mm. Non, mais c'est bien, c'est que tu as fait les deux, c'est-à-dire que tu as fait à la fois tout ce qui était proposé dans la médecine occidentale, avec la chimie, hein, qui t'a permis de te sauver la vie, mais t'étais pas contre, et au contraire, tu t'es vachement aidé de médecine dite douce ou alternative, et ça t'a vraiment aidé à la fois physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais carrément, vraiment, c'est l'association des deux qui fait des étincelles, quoi. C'est-à-dire que oui, il n'y avait pas le choix de faire le protocole. Et j'ajouterais que tous les thérapeutes alternatifs que j'ai rencontrés pendant mon parcours, il n'y en a pas un qui m'a dit de ne pas le faire. Même au contraire, ils m'ont tous poussé à aller jusqu'au bout du bout du bout. Il y a eu un moment donné où ça faisait déjà 8-9 mois que j'étais en traitement. Ils ont voulu me redonner de la chimio médicamenteuse parce que pour enfoncer le clou et vraiment aller à fond. Et au début, mais j'ai complètement bloqué. J'ai dit non, j'en veux pas, je supporte plus, je veux pas tout ça et tout. Et les personnes qui m'ont permis d'accepter et d'y aller, c'est mon ostéopathe qui est un peu sorcier aussi et ma super sorcière qui m'ont convaincu chacun à leur manière qu'en fait c'était une aide et une bénédiction et qu'il fallait absolument que j'y aille et que ce serait pas aussi terrible que ce que je pensais, etc., etc. Et donc c'est pour dire que
on croit souvent que tout ce qui est alternatif, c'est un peu piégeux et c'est des charlatans. Bah là, en l'occurrence, moi, c'était vraiment des gens de confiance et c'est vraiment voilà, des gens qui m'ont aidé à accepter et à supporter tous ces traitements. Et effectivement, après, il y avait la réflexologie plantaire, le shiatsu, le magnétisme, même l'ostéo, hein, il permettait, parce qu'à un moment donné, dans les opérations, on a un peu une poupée de chiffon quand on passe d'une table à l'autre. Donc, il y a le corps qui prend et tout. Et en fait, on a plein de traumatismes qu'il faut aller débloquer. Et donc, j'avais tout un panel comme ça de gens à voir et qui m'aidaient à purifier les organes, qui m'aidaient à un moment donné à barrer les brûlures quand il le fallait. Et du coup, c'était des alliés indispensables, en fait. Vraiment indispensable et presque aussi indispensable en fait que la chimio et les réunions. Voilà, il fallait aussi ces gens-là à côté pour pouvoir aider mon corps parce que voilà, c'est une épreuve, il faut et puis aider l'âme parce que c'est plein de gens aussi qui m'ont permis d'aller plus loin dans les process et dans les réflexions et voilà, de réfléchir un petit peu au-delà et d'essayer d'aller creuser. J'ai fait des soins qu'on appelle de médecine symbolique avec des baguettes. Alors ça, c'est assez particulier, mais je vous laisserai vous renseigner sur la médecine symbolique à part. Mais en tout cas, c'est un peu pareil. C'est comme une enquête sur soi et on communique avec notre propre âme. Et moi, j'ai posé des questions à ce moment-là, vraiment de l'ordre de, bah voilà, qu'est-ce que je dois apprendre de cette maladie? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Et puis, j'ai fait plusieurs soins de ce type-là, plus j'avançais dans mon parcours. Et du coup, ça fait un ensemble. Voilà, c'est un combo complet en fait on fait du bien au corps, on fait du bien à l'âme, on se soigne aussi avec les médecins et tout ce monde cohabite et harmonieusement et permet vraiment de faire des petits miracles quoi. Voilà. Ouais. Il faut tester, c'est toujours pareil, il faut tester. Bah ouais, carrément. Alors, parle-nous un petit peu du jour où tu as su que tu étais officiellement en rémission, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça s'est pas passé comme tu le pensais, en fait. Tu as ressenti un vide. Ouais, oui, c'était assez bizarre. Alors, on attend que ça. Les gens autour de nous n'attendent que ça aussi. Et puis finalement, bah, c'est un jour comme les autres. Donc, on va faire la consultation d'oncologie. Et bon, bah, au revoir, madame. Rendez-vous dans, je sais pas, quand même un mois ou deux, parce qu'on a quand même un petit peu suivi. Mais, et là, tu te dis, bah, so what, en fait. Et ce moment que tu pensais magique, il n'est pas magique du tout, en fait. C'est que d'un coup, bah voilà, tu es lâché dans la nature. Tu n'as plus de rendez-vous séquencés comme ça l'était, parce que pendant un an, quasiment, ta vie, elle est rythmée. Tu as les passages des infirmières, tu dois aller en oncologie, tu dois aller en radiothérapie, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Enfin, c'est hyper intense, quoi. Et là, j'étais supposée reprendre un peu la vie là où je l'avais laissée. J'avais même commencé à reprendre le travail à mi-temps quand j'étais en chimio médicamenteuse. Et du coup, ouais, T'es j'étais perdu. brossée, quoi. Ouais, j'étais complètement perdue. J'étais déprimée. Et je me disais, bah là maintenant, faut que ça claque, quoi. Il faut quelque chose de fort. Et en fait, ça a été super difficile parce que dans la foulée de ça, pour m'en remettre de cette petite mini déprime, en fait, j'ai voulu tout de suite, voilà, la pulsion de vie qui est revenue à fond. Et là, il fallait que ça envoie, quoi. Ouais. On ne voyait pas assez fort. Et là, c'était l'heure. J'avais pareil, à nouveau 12 000 idées. Non, mais de toute façon, je vais déménager au bord de l'océan, et puis et des trucs. Et j'avais besoin qu'il se passe quelque chose, quoi. Et ça m'a mise dans une période, aujourd'hui j'en rigole, quoi, parce que c'était vraiment, j'ai eu l'impression de vivre une deuxième adolescence, quoi. Donc, à la limite, mon adolescence, elle a été plutôt calme, la vraie adolescence, mais celle-ci a été beaucoup plus mouvementée. Ouais. Où il fallait que ce soit un dépassement des limites, que je sois très insouciante, que je puisse faire un peu tout ce qui me passait par la tête dans la proportion bien gardée, mais voilà, il fallait que ce soit un peu fantasque, un peu foutraque, parce que après tout ça, voilà, faut être en vie, quoi. Et donc, il y a tout un moment un peu bizarre, comme ça, un peu hors du temps, où moi, j'ai mis à peu près une année à pas trop savoir sur quel pied danser et avoir du mal à me rééquilibrer, en fait. Et après, ça se calme et on peut reposer les choses et tout ça, mais en fait, c'est vraiment... c'est un gros choc, finalement. Voilà. Après, tout le monde ne réagit pas comme ça. Moi, j'ai réagi comme ça. Il y a aussi des gens
souvent des gens un peu plus âgés, s'ils sont bien dans leur famille, bien dans leur petit cocon, bien installés dans leur petite vie, qui vont être en fait trop contents de retourner dans leur vie et de surtout rien bouger. Mais voilà, moi j'avais pas 40 ans, j'avais envie de mordre la vie, quoi. Et puis aussi d'envoyer d'envoyer promener tout ce qui n'allait pas. Ouais. Et de pouvoir vite, j'avais très très envie d'aller hyper vite dans la concrétisation de la vie que j'avais imaginée en fait tout ce temps où j'étais malade. Et c'est beaucoup d'impatience et beaucoup de folie en fait d'un seul coup. Et après, Mais ça se retasse un peu, tu reviens un peu, tu te calmes parce que t'écoutes maintenant ton corps, quoi. oui, exactement. Et puis, ouais, c'était. En fait, j'étais finalement très, très agitée à cette période-là, mais j'étais un peu triste aussi, en fait. Voilà, c'était. Je camouflais un petit mal-être, quand même, un peu une perte de repère avec le fait de sortir souvent, de voir du monde, de ne pas être trop toute seule, de voyager et tout. Mais en fait, je remplissais un petit vide, et puis au bout d'un moment, bah, ça s'arrête parce que quand même on a appris tout pendant le concert, on a appris à s'écouter soi, puis ça s'arrête, puis on se dit bon allez, c'était rigolo tout ça, mais maintenant on va revenir à Calm soi, down. on se calme, et là bah, la vraie vie cool elle commence, quoi. C'est-à-dire que on a tous les bénéfices de ce qu'on a appris, de ce qu'on a, la relecture qu'on a fait de notre vie. On arrête d'être tout feu tout flamme, et du coup ça fait voilà, on peut enfin se poser et Être puis équilibré. être équilibré. Voilà. Ouais. Une dernière question sur ta peur en fait de la solitude. C'était une grande peur pour toi et ça avait des conséquences à la fois sur ton authenticité, mais surtout avec tes relations de couple. Comment tu l'as travaillé ça? Alors, je continue de la travailler. C'est, alors, j'ai déjà pas mal de soins alternatifs m'ont permis déjà d'avancer là-dessus, déjà en tout cas de mettre le doigt dessus, de la comprendre, de voir à peu près où elle avait son origine. Mais là, en fait, ce qui m'a vraiment fait avancer, c'est un suivi avec une psychothérapeute qui est aussi un peu spécialiste de la communication non violente et qui, en fait, euh, a une théorie assez intéressante avec, comment je vais pouvoir expliquer ça? En fait, qu'on a tous des parts blessées en nous qui sont des personnages. Ouais, Et ces complètement. personnages nous font mettre des lunettes interprétatives en fonction de, Des voilà, filtres. ils nous font voir la vie d'une certaine manière. Et donc, bah, la part abandonnée en moi, la part qui avait peur de la solitude, eh ben, elle était tellement blessée que souvent, elle me faisait voir la vie d'une certaine manière et donc me mettre toujours un peu dans les mêmes situations qui allaient générer cette bah, quelque part une forme de rejet ou quelque chose en tout cas qu'elle est appuyée sur la peur de la solitude. Et donc, en fait, elle apprend à déconstruire tout ça. Elle a plein de méthodes et de moyens pour permettre de diminuer cette part blessée. Et elle sera toujours un peu là, mais par contre, elle peut avoir une toute petite voix et être beaucoup moins forte. Et j'ai encore, du coup, tu vois là, parce que ce travail qu'on initie pendant le cancer, après, on l'arrête plus. Et du coup, là, voilà, cette année, moi, j'ai hyper progressé là-dessus. Et je pense, sans trop me tromper, arriver au stade où je peux dire que la peur de la solitude, elle est maintenant très, très faible chez moi. Et c'est ce qui fait que je me sens beaucoup plus sereine. Et tu vois, pour la première fois de ma vie, la perspective d'être seule, par exemple, sans relation amoureuse, elle m'effraie plus du tout. Alors qu'il y a eu quasiment toute ma vie où, tu sais, je pouvais pas trop quitter quelqu'un sans avoir un plan B derrière, quoi. C'était un Ouais. petit peu bloquant. Même s'il n'était pas trop précis, c'est pas grave. Ça permettait de se raccrocher à quelque chose. Là, tu vois, je n'aurais pas ce truc-là. Voilà, je me sens plus du tout envahie. Et, genre, mais bon, je suis toujours en train de travailler quand même pour aller voir d'où ça vient à la base, si c'est du transgénérationnel, si c'est dans mon enfance. Il y a déjà des choses un petit peu dans mon enfance, on en a levé deux, trois. Mais c'est vraiment une peur racine de. Parce que si je suis seule, à quoi bon, tu vois? Ouais. Et d'où ça vient, ça? Pourquoi Oui, cette oui, croyance? exactement. Ouais, ça vient d'une blessure, effectivement. D'où ça vient, on ne sait pas. Et c'est ce que tu travailles et tu as des pistes maintenant. Mais c'est Ouais. super de voir à quel point, oui, voilà, tu progresses, tout peut. Souvent, en fait, quand on vit ça, on a l'impression, mon Dieu, ça va jamais changer, je vais me sentir seule toute ma vie, oh my god, etc. Mais en fin de compte, bah non, si tu travailles un peu dessus, puis aussi le temps aide à apaiser justement ces diverses blessures, je trouve. Bah oui, complètement. Et puis,
Il y a le temps, il y a les rencontres avec les bons professionnels aussi, les bons thérapeutes qui, Complètement. moi, cette psy-là, je l'ai cherchée des années en fait. Et c'est là maintenant qu'elle arrive dans ma vie, alors que j'ai pas eu cette connexion avec d'autres avant. Là, c'est vraiment le truc parfait qu'il me fallait à ce moment-là. Puis on progresse parce que, en fait, c'est comme on pèle les couches. Donc, en fait, on commence par le plus urgent, le plus superficiel, enfin, ce qui déjà n'allait pas. Puis, en fait, quand on commence à aller un peu mieux, on peut encore plus aller en profondeur. L'autre fois, je suis allée chez mon ostéopathe et il me dit, mais pourquoi vous venez? Je dis, je sais pas, j'ai pris rendez-vous. Comme il a du délai, j'ai pris rendez-vous 2 mois à l'avance. Je dis, j'ai pris rendez-vous il y a 2 mois. Puis, j'ai plutôt la forme. Hein. Je sais Mhm. pas, on fait un petit contrôle. Quoi. Il dit, alors, ça, j'aime bien. Quand les gens vont bien, on peut vraiment aller chercher des trucs. Ouais, parce qu'ils sont plus détendus, ils sont plus ouverts peut-être. Ouais, Ouais, ouais. et puis qu'il n'y a pas, on peut, parce qu'il il fait un peu de kinésio, il fait des choses comme ça, donc en fait, il peut aller voir dans le corps qu'est-ce qui reste, quoi, quelles sont les vibrations qui restent, et Mm. il y a encore un endroit où il faut aller creuser. Et c'est génial, parce que du coup, voilà, plus on avance, plus on continue à travailler sur soi, et plus on peut aller loin dans les prises de conscience. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être sur la fusée de la sagesse, quoi, tu vois. Alors, j'ai encore à progresser, mais déjà, je ne suis pas du tout la même personne par rapport à la fille que j'étais en 2020 et qui découvrait qu'elle avait un cancer, mais Ça, c'est beau. c'est fini, quoi. Ouais, Mm. vraiment. Ah. On va finir là, mais avant, est-ce que tu aurais, je sais pas, quelque chose à rajouter ou un conseil ou un truc qui vient intuitivement? Un truc qui vient intuitivement, non, si ce n'est ce qu'on a déjà dit, quoi. Vraiment, essayer, essayer vraiment de, quand on a une épreuve, quelle qu'elle soit, ça peut être aussi la perte d'un proche, ça peut être la perte d'un travail, ça, sans parler d'une maladie qui nous arrive. Vraiment, c'est le pouvoir de l'accueil, en fait. J'ai remarqué que vraiment se poser et se dire, ok, c'est là, ça arrive, et vraiment cette puissance de dire, je ne le mets pas, je me mets pas en position de déni, je me mets pas en position de vouloir à tout prix l'évacuer de ma vie. Je me mets pas non plus en position de vouloir mettre un masque et puis de dire non mais c'est pas grave, hein, ça va bien aller. Non, je l'accueille tel que c'est, je m'accorde le moment d'être triste, et puis après je me dis qu'est-ce que je fais de ça, voilà. Et ce pouvoir de l'accueil en fait, il a quelque chose de très fort, et moi je l'ai vécu pendant la maladie et je l'ai revécu il y a moins d'1 an avec la mort de mon grand-père dont j'étais hyper Mm. proche, et du coup il y a à nouveau, voilà, il a fallu là que, contrairement à la mort de ma mère, en fait, j'ai été dans le déni plus, quoi. C'était avant de tomber malade. Hein. Alors là, j'ai fait la guerrière qui gère tout. Je suis unique, donc du coup, j'ai tout géré. J'étais un bulldozer, en fait, Ouais. qui achevait, qui s'occupait des paperasses à succession, qui faisait tout, mais j'étais complètement. Là, le stress était à son max, quoi. Ouais, ouais, tu Et là, m'étonnes. je me suis dit, refais pas la même erreur. Donc, mon grand-père est décédé. Il a fallu aussi que je m'occupe des funérailles et tout. C'était aussi du taf. Mais je me suis dit, non, mais là, tu te poses, tu accueilles le truc, tu t'octroies un moment de tristesse, tu t'octroies un moment où tu te dis, ouais, c'est dur. Et puis après, tu vas pouvoir te remettre en mouvement et voir comment, qu'est-ce que tu peux comprendre, en tout cas, de cette nouvelle épreuve. Voilà, c'est. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu. Il y a des gens qui ont des vies plus compliquées que d'autres quand même. Moi, Ouais. en 4-5 ans, j'ai accumulé un nombre d'épreuves, mais qui est assez hallucinant. Et je regarde des fois autour de moi, je me dis, wow, mes copines, elles ont une vie un peu plus Ouais, mais tu facile. trouves pas que ça vient beaucoup avec des personnes, parce que je vois ce que tu veux dire. Mm. À mon avis, pour moi, il y a des catégories de personnes qui ont choisi de vivre ces vies pour évoluer, et Mm. d'autres qui sont là un peu tranquillou bilou. Et je pense que toi et moi, malheureusement, fait chier, notre âme, elle a décidé de s'incarner pour vivre plein d'épreuves, pour évoluer, pour casser je sais pas, les drames transgénérationnels, peu importe. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, on a peut-être plus de conscience, ou je ne sais quoi, on est peut-être un petit peu différente pour certaines choses, mais on est là à vivre des expériences plus difficiles. C'est un peu en tout cas, c'est mon hypothèse. Je ne sais pas vous, les auditeurs, dans quel camp vous êtes. Mais Ouais, ouais. voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une hypothèse que je partage aussi, en fait. Je sais aujourd'hui que je me suis incarnée dans cette vie et qu'il y a une bonne raison. Et je sais aussi qu'en fait, si je ne vivais pas toutes ces épreuves, j'aurais rien à raconter dans mes bouquins. Parce que je dis mes bouquins parce que je ne vais pas m'arrêter là. Et continuer à partager des choses. Demain, ce ne sera pas un bouquin sur le cancer parce que là, j'ai fait le tour. Mais tout ce que ça, tout ce que j'apprends en fait et tout ce que je vis, je me dis bah oui, mais c'est d'une richesse assez hallucinante en fait. Et donc voilà, je me dis au moins si je galère, je peux au moins contribuer à la vie en produisant
des écrits qui peuvent aider les autres, en partageant dans des podcasts, en partageant dans des conférences, en étant proche des gens et en échangeant avec eux aussi quand ils viennent à ma rencontre. Et c'est vraiment cette idée que ça puisse apporter quelque chose, qu'en fait, voilà, tous les apprentissages que je fais ne doivent pas rester vains, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que ce pouvoir de l'accueil fait que, voilà, ne pas être dans le déni, parce que c'est dans le déni qu'on développe des La sabots. maladie. Ouais, vraiment. Ça rime, mais c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est dur, hein, parce que quand on est dans le déni, évidemment, on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment là, essayer de développer autant que possible, comme ça, cette simplicité, cette conscience, et de cesser de se voiler la face, parce que, voilà, ok, c'est dur, mais quand on est face au mur, bah ouais, c'est bon, il y a des solutions. On peut grimper, on peut taper dessus, on peut le contourner. Voilà, il y a de quoi faire. Il faut juste se rendre compte qu'il y a un mur et l'accepter, en fait. Et ça, c'est hyper important. Adeline Pasteur, je rappelle ce petit livre Mon cancer, quelle chance, au Mama Édition, qui est un super livre et que je conseille à tout le monde. Merci beaucoup d'être là, d'avoir été là, de nous avoir raconté ton petite histoire. Et puis à bientôt. Léna, à bientôt.